De 2001 à 2007, les ouragans, les inondations ont fait plus de 18 000 morts en Haïti et a certainement donné au pays des sans-abri. On a eu plus de 120 000 sans-abri de 2001 à 2007. Par exemple, en 2008, on a eu la tempête tropicale Faye et les ouragans Gustave, Anna et Ike qui ont frappé le pays ensemble en moins d'1 mois. Imaginez ce pays frappé par un tremblement de terre de 7,3 de magnitude sur l'échelle de Richter. Voici les chiffres. On a eu, selon le gouvernement haïtien, près de 300 000 morts. 60% des hôpitaux ont été détruits. Plus besoin de vous dire qu'on avait là sous les yeux un chaos extraordinaire. C'était la première fois qu'on faisait face à une catastrophe de ce genre et le pays, déjà faible et pauvre, n'avait pas les moyens pour répondre immédiatement au secours et aux besoins de l'instant. La télévision ne fonctionnait pas, les routes étaient bloquées avec des débris, les morgues, les hôpitaux étaient remplis. C'était la terreur. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis un animateur de radio, je travaille dans la communication. Il était pour moi très difficile, même si je n'étais pas dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, j'étais surtout à Pétionville et je n'étais pas trop secoué par le tremblement de terre, mais autour de moi, il y avait des dégâts et j'étais encore sous le choc. Il me fallait poser des questions puisque je ne pouvais pas entrer en contact avec ma famille. Ma fille, ma première fille, venait tout juste d'avoir 1 an. Donc il me fallait pratiquement aller à la maison, sécuriser ma famille. Mais arrivé à la maison, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller à l'hôpital pour donner de l'aide? Est-ce que je devrais peut-être aller sauver des gens encore pris sous les décombres? Mais je ne suis pas assez costaud et je n'ai pas les moyens, donc je ne pouvais pas. Et je me suis posé cette question. Est-ce que je devrais peut-être rester et sécuriser ma famille pendant tout ce temps ou du moins faire mon travail? Mais c'est quoi mon travail en fait? Je suis animateur de radio, je vous le rappelle tout le temps. Je partage de la musique à la radio, je reçois des invités, je parle de sujets variés et je suis toujours connecté sur Internet. Donc tout ce que je fais à la radio, je le partage sur Internet. Mon audience est définitivement très très important pour moi, puisque je les considère comme des amis. Donc je me suis dit, à la dernière question, qu'est-ce que je devrais faire? C'était d'aller faire mon travail. 2 heures plus tard, je suis arrivé à la radio. On était chanceux, notre studio n'était pas endommagé. J'ai remis les équipements en place, j'ai ouvert mon micro pour parler à des auditeurs que j'imagine étaient en détresse. Mais, par miracle, il n'y avait pas de communication, mais l'Internet fonctionnait encore. Et c'est ainsi, automatiquement, je suis devenu, tout carrément, correspondant de presse internationale via Skype. Entier ont pris contact avec moi pour me demander de témoigner. Je ne savais pas et je n'étais pas au courant que justement le monde extérieur voulait savoir ce qui se passait en Haïti puisque les médias en parlaient. Ils voulaient avoir une idée de ce qui se passait parce qu'il n'y avait pas de témoins sur place pour raconter l'ampleur des dégâts. Et j'étais pratiquement l'un des premiers reporters, je pourrais dire, correspondants des médias du monde entier. J'ai fait des interviews avec des chaînes de télévision au Japon, en Europe, dans la Caraïbe. J'ai passé sur plusieurs stations de radio et télévision ici chez vous. Et finalement, j'ai passé toute la soirée en fait à faire des interviews. Je suis resté jusqu'à 2 heures du matin. Et malgré c'était risqué puisqu'on avait encore des répliques assez fortes. J'étais dans une salle et il me faudrait franchir 3 autres salles et une barrière au cas où il y aurait un effondrement pour pouvoir avoir la vie sauve. Mais malgré le risque, j'avais la motivation de rester pour informer le monde de ce qui se passait en Haïti. Parce que pour moi, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment bien précis. Je vais vous parler maintenant de mon expérience avec Twitter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Twitter ici? Bien sûr, c'est bien, il faut me suivre. C'est très important.
Twitter était pratiquement une plaque tournante de l'information sur le tremblement de terre en Haïti. Il y avait des tweets, enfin, je n'étais pas le seul à poster des tweets, on était au moins une douzaine, mais ces tweets étaient des sujets de conversation dans la presse et en privé aussi aux gens qui s'intéressaient à ce qui se passait en Haïti. C'était pratiquement la première source d'information directe avec ce qui se passait sur le terrain. Donc on postait des tweets sur les efforts de secours, sur les déclarations des responsables, les organisations qui étaient déjà sur place et qui travaillaient. Ça, c'était au niveau local. Mais au niveau international, on voyait aussi des artistes qui faisaient des tweets en soutien à Haïti. Il y a eu aussi plusieurs organisations internationales qui se sont tournées vers Twitter pour partager l'information sur leur action en Haïti, mais aussi récolter des dons. C'est le cas, par exemple, pour la Croix-Rouge. Donc, Twitter était définitivement le réseau pour s'informer en temps réel sur ce qui se passait en Haïti. De mon côté, mon devoir c'était mon objectif aussi, de donner des informations essentielles et donner aussi à tous ceux qui me suivaient sur le réseau une idée de l'ampleur exacte et la vision haïtienne d'un sinistré. Parce que de toute façon, on avait un pays détruit, mais il fallait aussi avoir l'espoir et le courage de continuer à vivre, mais aussi d'inspirer les autres qui nous suivaient pour qu'ils sachent que Haïti a besoin d'aide, mais nous autres Haïtiens, nous sommes forts et nous allons définitivement se relever à partir de cette catastrophe. Donc, j'étais bombardé de messages aussi, parce que j'écoutais la radio pour pouvoir donner une idée de ce qui se passait en Haïti. Je recevais des messages, des demandes d'aide, du lait pour les nourrissons dans les orphelinats, du carburant pour les morgues, par exemple, des médicaments pour des malades à l'hôpital. Et j'avais une lourde responsabilité parce que je ne pouvais pas poster une fausse information ou aussi faire circuler les rumeurs. Donc il me fallait vérifier par moi-même quelques informations. Et c'est ainsi qu'on a pu le faire. J'ai dit on, puisque je n'étais pas le seul. Avec tous les autres Haïtiens qui tweetaient à ce moment précis, j'ai pu justement réaliser un bon travail, mais aussi on a sauvé des vies. Et en parlant de vies sauvées, je vais vous parler du cas de Wismont Exantus. Qui est Wismont Exantus? Le 23 janvier 2010, soit 11 jours après le tremblement de terre, un jour après que les équipes de secours internationales ont mis fin à leurs opérations en Haïti, je reçois un appel à 7h15 du matin d'un ami qui travaillait avec les journalistes grecs pour me dire « Tu ne vas pas me croire, Karel, il y a quelqu'un encore vivant sous les décombres. » Je suis à l'hôtel napolitain, à la rue du Centre à Port-au-Prince. Est-ce que tu peux faire passer le message? J'ai été sur Google Maps, prendre ses coordonnées GPS. J'ai fait un tweet. Un tweet qui a été aussitôt lu par les secouristes allemands et grecs qui m'ont confirmé qu'ils allaient envoyer du secours. Entre-temps, les secouristes français étaient dans la zone. Ils sont arrivés le premier et ont sauvé la vie de Wismont Exantus. Et une bonne utilisation, une utilisation citoyenne des réseaux sociaux peut définitivement nous permettre de bien communiquer, mais aussi de nous engager dans la vie sociale de notre pays, notre environnement, notre communauté, changer notre vie, changer celle du voisin, mais aussi changer le monde. On peut sauver des vies, donc on peut nous sauver nous-mêmes à partir des réseaux sociaux. Merci.